Darla Saunders, au nom de la Fondation de la conservation de saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez la bienvenue à notre série de webinaires. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Nous sommes très heureux de recevoir M. René Aucoin aujourd'hui. Pendant plus de 20 ans, René s'implique dans la recherche et la restauration de saumon atlantique. Il a participé au fonctionnement des barrières de dénombrement et à plusieurs autres projets liés au saumon. Les relevés dans les cours d'eau, la restauration des ruisseaux, les remplacements de ponceaux, la pêche électrique, etc. Actuellement, René est le président de l'Association de saumon de la rivière Chitican et le président de l'Association de saumon de la Nouvelle-Écosse. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses serait à la fin de la présentation. Vous pouvez poser les questions en anglais ou en français. Je passe maintenant la parole à René. C'est ça. Bonjour tout le monde. Merci Darla. Et donc à la première écran, j'ai pense une vingtaine d'écrans à vous montrer. La première, la rivière Chitican et le projet de restauration qu'on a entamé l'été dernier qui vient de finir. Et sur la photo, on voit Archie Doucette qui est avec Parc Canada, donc c'est un partenariat avec notre association de pêche et Parc Canada. Gillian Baker qui est une biologiste qui est employée par l'association de pêche de la rivière Chitican. Et en dernier à la droite, Charles McGuinness qui est un biologiste consultant qu'on a embauché aussi pour travailler sur le projet. Et je note que Charles McGuinness était un ancien employé du ministère de Pêche et Océan. Il travaillait avec nous dans le passé, donc on le connaissait très bien. Donc je vais à la deuxième. Et donc le projet s'est passé, on a une vue aérienne du Cap-Breton, mais encerclée en rouge, on voit essentiellement la rivière de Chitican. Et je note ici que c'était une rivière printanière, donc le semant remonte la rivière surtout dans le mois de juin. Et si vous pouvez voir à la droite du cercle rouge, il y a un barrage. C'est un barrage artificiel qu'on a installé là dans les années 70. Donc on va en parler peut-être un tout petit peu dans notre présentation. Et je continue. La physionomie, et remarquez premièrement que je suis pas un biologiste, donc il y a certains termes que je suis pas trop familier, mais vous voyez là le canyon de la rivière Chitican, et on vous montre aussi la plaine alluviale, qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Ça c'est plus dans le bas de la rivière, 2 km de long à peu près, et à l'estuaire même, où est-ce qu'on va se baigner l'été. Et un autre peut-être ruisseau important qui se vide dans la rivière, c'est le ruisseau Robert et le Faribault de l'autre côté. Donc, et nous voilà. Donc, on s'en retourne en 1936 et on voit par cette photo aérienne ici qu'il y avait pas mal d'agriculture dans le temps. Je pense que c'est normal partout dans le pays. Il y avait beaucoup de déboisement. Il y avait un pont, le pont sur la rivière. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Là, donc, le pont de la rivière était là. Il y avait beaucoup de sédiments. Et dans la photo à gauche que vous voyez, c'était essentiellement ce pont-là qui existait dans le temps. Donc, c'était 1936. On s'en va maintenant en 1953. Donc, ici, nous voilà avec un nouveau pont, la première flèche, et nouvelle végétation. Donc, les petites fermes qui existaient auparavant en 1936, ben, il y en a beaucoup qui sont disparus. Aussi, donc le nouveau pont, mais aussi à noter que le chenal principal en bas du pont de la rivière s'en va vers la gauche, vers un autre petit ruisseau qui jette plus loin de la rivière Aucoin, de la rivière de Chitican, ce serait le ruisseau Aucoin. Et vous allez voir plus tard dans les prochaines slides. En 1973, donc encore quelques fermes, mais vous voyez que ça se reboise un peu.
Et là, ce côté ici que je vous ai pas dit, le côté droit de la rivière, c'est un parc national. C'est le parc national des Hautes-Terres du Cabreton, tandis que le côté gauche, c'est des terres privées. Donc, il y a eu l'installation d'un terrain de camping. Et vous voyez la première flèche, toute cette région ici. Le pont, le nouveau pont que vous voyez là et là. Et on voit ici que, dans plus bas, là, que la rivière est en train de se diviser. Et on pourrait même dire ici qu'en 73, la majeure partie de la rivière se vide à un endroit, nous autres, communément appelé comme la terre rouge. Donc, au lieu de s'en aller vers le ruisseau au coin ici, là, ça s'en va plus à la droite, vers la terre rouge. Est-ce que c'est le nouveau pont qui cause ces changements-là? Ben, on va voir un petit peu, puis à vous de décider. Et on nous voilà, c'est très récent, vue aérienne, 2009, donc beaucoup plus de forêts, beaucoup moins d'agriculture. En fait, il n'y a pas d'agriculture du tout dans cette région ici. C'est plutôt des champs vestiges qui restent encore. C'est un reboisement qui est en train de se faire. Notez en bas, qu'on n'avait pas remarqué plus tôt, il y a maintenant un île en bas du pont qui n'existait pas avant. Et vous allez voir, et encore plus bas, que maintenant, le total de la rivière se déverse maintenant vers la terre rouge qui est là. Il y a absolument, on voit un petit peu d'eau là, mais il n'y a pas d'eau continue qui se vide vers le ruisseau au coin. Donc, des changements majeurs qui sont passés là. On continue. Les problèmes. Ben, qu'est-ce qui sont les problèmes? Pourquoi est-ce qu'on a commencé le projet? Ben, une rivière trop large, pas assez creuse et qui cause un autre problème d'eau chaude. Et je pense que cette photo ici doit être prise juste en haut du pont. Donc, vous voyez, ça aurait dû être pris dans l'été. On peut presque marcher à travers sans trop se mouiller, là, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'auraient été les causes? Ben, l'effet du barrage, possiblement là-bas en haut. La glace qui se produit l'hiver, je pense que c'est un problème dans beaucoup de rivières. Changement de climat. Et je m'excuse ici parce que vous allez voir qu'il y a quelques slides que je n'ai pas pu traduire. Mais ici, c'est le barrage qu'il y a plus haut sur la rivière. Et notez que le poisson, il y a quand même un barrage naturel à peu près à moitié chemin à ici. Donc, le semen ne peut pas se rendre jusqu'à ici. Donc, c'est pas ça le problème, c'est le contrôle d'eau. Pour certains, ça va vous intéresser là, les prochains slides, mais pour moi, ça ne me dit rien là, parce que je ne les comprends pas. Mais à vous autres de les regarder. Donc, le premier, c'est la moyenne de débit d'eau depuis 1978. Et l'autre, moyenne d'eau, je pense que ça me dit que c'est à peu près pareil, avant et après. Donc, le barrage a été installé là avant 78, je pense, donc avant et après. Et un modèle du sédiment. Là, voilà des choses que je peux comprendre. Là. Donc, voici le site qui serait en haut du pont. Donc, le pont traverse le Cabot Trail, qui est le chemin principal qui va dans le parc national. Et juste en haut du pont, adjacent plus ou moins au terrain de camping, là, le premier site. Je pense qu'on peut voir assez bien ici qu'est-ce qui était proposé. Donc, une série de barres. Et l'objectif, c'était de rétrécir le chenal, creuser le chenal principal. Vous voyez que la rivière était rendue trop large. Pourquoi? Ben, on a énuméré quelques raisons, mais le déboisement, certainement, était problématique. Et je continue. Ça, c'est le vu du pont. Vous voyez, ça, c'est le vieux pont là, que vous voyez à gauche. Donc, vous voyez, il y avait 3 piers.
si vous voulez l'appeler, si on peut l'appeler comme ça. Et ces choses-là avaient probablement pour effet à canaliser l'eau dans des certaines directions, parce que vous voyez, on est ici, juste en bas du pan, et je vais déplacer ça ici, ça peut-il se déplacer? Oups, je suis rendu trop loin. Je peux peut-être pas le déplacer là, mais vous voyez que juste en bas, dans le partie bas de l'écran, très très large, donc la pleine largeur du pan, et la rivière se divise dans deux ou trois différentes sections, ce qui a probablement causé les problèmes. Nos plans ici, l'été dernier, c'était les 6 barres que vous voyez, 3 à la gauche, 3 à la droite, et l'idée principale là était de recanaliser l'eau vers la gauche parce que c'était là que l'eau était déjà un petit peu plus creuse et la rivière semblait chercher à aller dans cette direction-là. Donc, et on continue. Voici un photo, un schéma un peu plus technique et c'était un des, pour moi qui ne travaille pas dans le gouvernement, là, c'était un des problèmes que moi je percevais en travaillant avec le Parc national, donc qui voulait beaucoup de détails. Donc le travail lui-même est quand même assez simple, c'est mettre des roches dans la rivière et simplement savoir où les mettre, mais les détails et l'information que le Parc national aurait aimé d'avoir, ça nous a causé des petits problèmes de temps, ça a pris du temps à tout faire ça coûte cher, mais on avait peu de choix. Vous voyez ici, donc là on est en haut du pont, c'est ça. On est en haut du pont, le terrain de camping à la droite, et vous voyez qu'ici on avait mesuré la largeur. La largeur de la rivière, très large, la creuseur, pas assez creuse. Et mesure à différents points. Ça, c'est dans le bas de la rivière. Donc, il y a un terrain de camping, c'est moins visible ici, mais là-dedans, il y a quand même un terrain de camping ici dans le bois, des terres privées à la gauche. Et ici aussi, on a mesuré la largeur et on voit que c'est de 80 à 90 mètres de large, donc très très large dans cette section ici. Et le problème, évidemment, dans l'été, les étés qu'on a aujourd'hui, moins de pluie, beaucoup de chaleur, donc moins creux, l'eau réchauffe à des niveaux qu'on ne voyait pas il y a 20 ans de ça. Absolument pas. Cet été, par exemple, j'ai vu des températures de l'eau se rendre en haut du pont un petit peu à 25 degrés Celsius et ça fait environ 40 ans que on travaille, que je pêche, on travaille dans la rivière et dans les années passées, on aurait pu dire que des températures de 20-21 degrés auraient été le maximum. Et je continue. Là, ça c'était d'autres modèles que on devait présenter par le Parc national pour compléter le plan, si tu veux. Donc, et encore une fois, c'est en anglais là, parce que je ne pouvais pas traduire cette partie 7, mais vous voyez que les bras 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 de chaque bord. Et encore une fois, l'idée, c'était rediriger l'eau vers le centre de la rivière. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y avait un déflecteur ici, juste pour la même raison. On voulait essayer de canaliser l'eau vers la droite. Donc, il y a un chenal ici que vous voyez, mais en eau moyenne et au bras, il n'y a pas d'eau qui coule là-dedans. Donc, on voulait que ça canalise tout dans cette direction ici. Et l'effet qu'on souhaitait, c'est que ça creuse cette section ici, cette section-là, très longue, et à Rivière-Basse causait beaucoup de problèmes. Peut-être aller en arrière un tout petit peu. Historiquement, il y a 20 ans de ça, et c'est même pas si longtemps que ça, mais le saumon n'aurait pas eu nécessairement de problème à monter ces endroits-là au mois de juin. Mais aujourd'hui, on regarde beaucoup moins de pluie. Nos saisons de pluie du printemps n'existent plus. Et l'eau
Donc, si le semant ne peut pas surmonter ce petit obstacle-là assez tôt dans la saison, rendu dans juillet, avec les chaleurs qu'on a, il est plus possible. Avec des températures de 25 degrés, le saumon va rester à la mer. Donc, c'est ça le dilemme qui nous posait. Est-ce qu'on peut les monter, dépasser ces obstacles-ci durant le mois de juin? C'est le mois de juin qui est le mois crucial pour les monter. Et je continue. Donc, encore une fois, ça c'est vu, ça c'est en bas du pan. Et vous voyez encore une fois les barres. Finalement, on n'a pas installé cela qui devait aller sur ce côté ici, donc le côté des terres privées. Mais on a quand même eu des petits problèmes avec les propriétaires. Je ne devrais pas dire des problèmes, c'est que les propriétaires voulaient protéger leurs terres. Et vu qu'on allait canaliser vers cette direction-là, vers le côté opposé du parc, donc vers les terres privées, les propriétaires ont exigé qu'on installe des roches ici pour s'assurer que ça n'allait pas ronger de leur terrain. Donc, et on a fini. Mais tout ça a retardé le projet un petit peu. Donc, on a une partie qui suit après ça, là, qui est juste la création, si tu veux, des barres qu'on a vus. Mais je voulais juste vous dire que c'est un projet assez compliqué. Donc, notre association un partenariat avec Parc Canada. Donc, c'est un projet d'environ 150 000 $ en tout. Dans Parc Canada était responsable pour nous, je vais retourner, nous autres, l'association était responsable pour les plans et amener le matériel sur le terre du parc. Et le Parc Canada, Parc national des Hautes-Terres, devait, à partir de ce moment-là, eux, prendre le matériel et le mettre en place selon les directives des biologistes spécialistes. Donc, il y avait les deux partenaires principaux. On avait aussi reçu de l'argent du ministère de Pêche et Océan. Il y a un nouveau projet des pêches récréatives. En Nouvelle-Écosse, on a un programme appelé Adopt a Stream qui nous a fourni une dizaine de mille $. Et Nova Scotia Power, donc le Nova Scotia Power qui gère le barrage en haut de la rivière et on a négocié avec eux pour 20 000 $ pour nous aider avec ça. Il y a aussi la Fédération du saumon atlantique qui nous a donné des conseils, une association environnementale locale de la province et la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, évidemment. Tous ces gens-là. Donc, un projet quand même avec beaucoup de partenaires. Donc là, la construction du début à la fin, vous voyez que la première chose, c'était emmener le matériel, beaucoup de matériel sur place. Et tout ça, ça a été placé dans le parc même. Donc, on voit la machinerie, la roche et la rivière. Donc, la première phase, pré-construction, c'était le halage de la roche à un site assez proche. Et vous voyez, la rivière est juste à gauche. Donc, ça, c'est en bas du pont. Il y en a eu là, mais on en a placé aussi à gauche de là. Donc, la partie en haut du pont. Et encore une fois, beaucoup de matériel. Et faut dire que comment est-ce qu'on a calculé le matériel? Ben, on s'est basé sur les calculs de notre biologiste consultant. C'est pas des calculs parfaits. Hein? Ça fait qu'on a resté avec pas mal de matériel aussi, mais je pense pas que ça va être perdu. Une autre chose qu'on a rencontré, c'était le contrôle de sédiments. Et ici, je pense qu'il y avait deux objectifs principaux. Le contrôle même. Et deuxième, c'était peut-être que parce que c'était une région qui était tellement visible juste sur le pan du sentier Cabot Trail, qui est très, très populaire, il fallait vraiment avoir au moins l'apparence de tout faire ce qui était possible pour éviter aucun problème. Donc, le contrôle des sédiments, malgré que vous voyez le genre de rivière qu'on travaille dedans, il n'y aurait pas grand sédiments au niveau naturel, mais on a quand même utilisé pas mal de foin. On a ici établi les lieux avec les rubans. Je ne vois pas les rubans ici, mais ça, c'était la première partie.
Donc, on voit quelques endroits ici avec des rubans. Donc, la phase de construction était pour ça, c'est pour le transport de matériel sur le site même. Donc, les gros camions l'ont emporté au parc. Donc, maintenant, on avait besoin d'une chargeuse pelleteuse. Localement, on appelle ça une mule. Donc, la mule a emporté les matériels qui seraient les roches directement sur le site. Mais c'est pas la mule qui l'a placé. Donc, ça y est. Et vous voyez que tout ça était supervisé par le consultant. Le consultant qui était Charlie McGinnis, lui était toujours là lors de la construction. Donc, phase de construction encore. Là, c'est l'installation des structures. Mais vous voyez là que c'était une autre machine, l'excavator, pour faute d'un autre mot, là, qui creusait un petit peu et qui plaçait les roches exactement à la direction du biologiste en chef, là, Charlie McGinnis. Là, il nous restait après, et je pense que c'est une photo qu'on a déjà montrée, mais il y avait la rémédiation du site. Donc après, ça c'est la responsabilité du parc. Mais il faut dire que on est dans phase 1 de probablement plusieurs phases. Donc, on ne veut pas trop réparer les sites qu'on a endommagés un petit peu parce que l'année qui vient, fort probable qu'on va se rendre là, continuer le travail. Et une autre partie de après construction, si vous voulez, c'est l'observation, le monitoring. On va faire ça sur 2 ans parce que l'objectif, évidemment, c'était de pouvoir creuser le chenal un peu plus creux et voir si cela allait permettre au saumon de pouvoir faire leur montée au temps voulu, donc le mois de juin. Les défis, le bruit. Imaginez-vous, on avait un terrain de camping juste à côté, en arrière des arbres, dans un parc national. Donc, il fallait essayer autant possible limiter le bruit par des énormes machines. D'autres défis, des longues journées et de la pluie arrivée après 2 mois. Donc, des longues journées parce que la période, on ne voulait pas étaler ça sur des semaines et des semaines. Donc, s'il vous plaît, réalisez que tout ça a été fait. Donc, le placement de la roche, ça a tout été fait sur une période de 3 jours. Donc, le halage a pris du temps, mais le placement même, 3 jours, et c'était des longueurs. On devait finir assez vite. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Le terrain de camping en est un. On était rendu quand même à la fin du mois d'août. Et la fin du mois d'août, c'est la saison des pluies. Et vous voyez là, dans le vidéo, sur le slide présent, là, il y a fait une grosse pluie. On aurait aimé de pouvoir faire ce travail ici à partir du 15 juillet au 15 août. Ça aurait été la fenêtre idéale, mais c'est aussi la fenêtre où il y a le plus de touristes dans le terrain de camping. On n'était pas prêts. Tous les plans et tout ça exigés n'étaient pas tout prêts. Beaucoup de choses à la dernière minute. Finalement, rendu presque à la fin d'août, dans la saison des pluies, on devait commencer. Ça fait que cette pluie-là nous a retardé pour plusieurs jours, mais on a été chanceux qu'on a pu continuer et le finir. D'autres défis, l'imitation des balles de foin. Vous voyez qu'il y en a d'éparpillés là, et après la grosse pluie, il y en avait d'éparpillés partout dans la rivière. Donc, c'est ça. Il y a des limites à ça qu'on peut faire avec le foin. Et d'autres accroches, les parmis, c'était compliqué pour les parmis. On était dans une rivière qui est la frontière entre le parc national et la province. Donc, qui donnait le permis? C'était-il la province? C'était-il le parc national? Ça, finalement, nous autres, on avait pensé, la rivière appartient au parc national jusqu'à le point haut. Mais finalement, on a été obligé d'aller chercher, nous autres, l'association, un permis de la province aussi, parce qu'il y avait quelques endroits qu'on allait mettre quelques roches qui allaient toucher sur les terres de la province. Les plans,
Donc, vous avez déjà eu un petit goût de ce qu'on est obligé de préparer en tant que plan. Et je dois dire que c'était pas seulement notre crainte, la crainte des biologistes aussi, là, que vraiment, si on veut, on peut demander des plans à l'infini, tu sais, mais il arrive un temps que tu dis, garde, ça assez, puis on est fini, on a assez d'informations. Ça fait que les plans, la papeterie, la communication, tout ça, et on dépend sur d'autres. C'est pas nous autres. Il y avait le parc qui était responsable pour la communication, avec consultation évidemment, mais tout prend du temps, les sessions communautaires, tout ça. Et finalement, d'autres problèmes, la taille et le volume de matériaux. 60 loads de ce truck-là, c'était beaucoup, mais c'est ça qu'on nous avait dit, on avait l'argent pour le faire, mais c'était beaucoup. Aussi, on voulait de la roche de plus petite taille que ça que vous voyez. Mais on avait beau à dire à la compagnie, regarde, on avait beau à les marquer, on a tout fait, mais ça arrivait encore des fois trop gros. Puis une fois que c'est rendu au site, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas grand choix. Tu les gardes. Je vous ai déjà parlé des propriétaires. Voilà, un bel exemple ici. Les roches que vous voyez là, donc on avait les bras qui sont à la droite, on ne les voit pas, mais les bras redirigent l'eau vers la gauche qui est une terre privée. Donc le propriétaire qui gère un hôtel juste sur les bords de la rivière voulait absolument que ces terrains soient protégés. Donc, encore une fois, c'est du temps, du travail et de la roche. Heureusement qu'on avait en masse du dernier. Et voilà. Et là, on continue. Finalement, le timing et la température, je pense que j'en ai déjà parlé. Le temps idéal pour faire ce genre de travail-là aurait été peut-être pour nous autres 15 de juillet au 15 d'août. Donc, c'est le temps que la montée de semences serait déjà faite. Le temps où la rivière devrait être la plus basse. Et donc, pour nous, l'association, ça aurait été le temps idéal. Mais pour le parc national, c'était le contraire. Parce qu'eux avaient les touristes qui se promenaient dans ce temps-là, et le bruit et tout ça, et donc, c'était pas l'idéal pour eux. Mais, et voilà, on n'a pas fini encore, il y a le monitoring qui va se faire. Et la photo que vous voyez ici, c'est pris du pan qui va vers la montagne. Donc, la rivière passe dans le canyon que vous voyez vers la gauche. Là. Et vous voyez, si vous regardez bien, là, vous voyez les barres qu'on a faites. Je ne sais pas si sont toutes faites, mais regarde, à la droite, là, c'est pas facile à voir, puis à la gauche, c'est plus facile parce qu'on a laissé des roches sur la banque, mais l'objectif était que ça soit seulement en marche ou que ça marche seulement quand la rivière est très haute. Donc, quand la rivière est basse, on ne devrait pas avoir d'effet du tout. Et ces barres-là qu'on a placées seraient très, très peu visibles. Et en fait, les gens qui ne savaient pas à regarder du pan, là, comme la photo est prise là, me demandaient toujours, ben, est-ce qu'ils ont commencé le travail? Mais le travail était déjà fini, tu sais. Ça fait que le résultat est très bien. Et en termes de monitorage, on va probablement être obligé de retourner l'année prochaine, si le parc et Dieu permet, là. C'est pas mal, ils sont pas mal à la même place, les deux, là. Puis pour un petit peu réparer. Parce que c'était un essai cette année, c'était la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça. Fait qu'on n'a pas osé en faire trop. On a limité le travail qu'on fait. Et l'année qui vient, on pourra peut-être, dans phase 2, là, on espère continuer. Puis en faire un petit peu plus. Il y a 3 à 4 sites plus haut dans la rivière qu'on aimerait faire aussi. Plus difficile d'accès. Ces deux sites en bas et en haut de la rivière étaient très faciles d'accès, mais plus haut, c'est plus difficile, malgré qu'il y ait un sentier et un chemin qui sera là, mais encore une fois, plus haut, donc plus difficile. Phase 2 à venir. Donc, voilà, tout fini. Vous voyez ici, à ma gauche, le nouveau pan. Ici, à la droite, c'est Maclean's Magazine, Paradise Sound. C'est une photo de la rivière Chetican, mais plus haut. Donc, la raison qu'on parle du bas de la rivière, c'est que dans le haut de la rivière, c'est des canyons comme ça. Donc, environ à 2000 et demi du terrain de camping.
le semant il s'ensauve dans des gros trous comme ça. Et vous voyez ce beau gars-là là, à gauche, là, ça c'est moi, mais il y a pas mal d'années de ça. Donc, s'il y a des questions, la porte est ouverte. Ah, merci beaucoup, René. C'est un beau projet, puis vous avez fait vraiment de beau travail. Félicitations. Merci beaucoup. Puis j'ai devrais mentionner aussi que René a fait tout ce travail comme bénévole. Il fait de bénévolat, puis a une autre vie professionnelle à l'Université Sainte-Anne. Donc c'est beaucoup plus impressionnant. Oui. Puis une autre chose à mentionner, c'est un projet qui Bob Newberry s'est impliqué là-dedans, si je suis correcte, n'est-ce pas, René? Oui, c'est le docteur Oui. Bob Newberry. Mes Oui. excuses que je ne l'ai pas mentionné. Non, pas Mais de... Non. notre biologiste consultant, là, qui était Charlie McGinnis, il y avait eu du travail de fait auparavant, l'année précédente, avec le docteur Newberry et conjointement avec Charlie pour regarder le problème que la rivière posait pour le semant. Donc, ça fait plusieurs années qu'on était commencé à s'apercevoir de ces problèmes-là. En fait, on savait qu'en 2012, il n'y avait pas eu de montée de semant du tout parce que la rivière était tout simplement trop basse. D'accord. Puis je note que Bob est sur la liste de nos participants. Donc Bob est ici avec nous aujourd'hui. I'm not sure if Bob speaks French or not, but if you don't, welcome Bob. We're very glad to have you on the line as well. Donc, maintenant, on va ouvrir notre période de questions-réponses. We're going to open up our question and answer period, and it will be bilingual. So if you have questions in English, please feel free to ask them. Donc, si vous voulez poser une question, utilisez le panneau de configuration de GoTo. Ça, c'est la petite boîte grise. Vous pouvez lever votre main. Ça, c'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte. Puis, je peux activer votre microphone. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau. Puis, je peux le lire à haute voix. Donc, je pense que je vois notre première question. Puis ça vient de Mario Dallaire. Bonjour Mario. Sa question est, aviez-vous des problèmes de migration importants de sédiments? Non. Ben non. Moi, c'est moi qui réponds ça, mais encore une fois, je ne suis pas le biologiste. Le docteur Newberry pourrait probablement répondre ça meilleur que moi, mais je ne pense pas que ça a été un gros problème sur notre rivière parce que c'est une rivière à fond très rocheuse, pas tellement de sédiments comme ça, malgré qu'avec le temps, il se bâtit quand même un peu de sédiments, mais j'oserais dire que c'est pas ça le problème, c'était pas ça le problème principal. D'accord. Peut-être je vais juste ouvrir le microphone de Bob. Bob, are you there? I'm muted. Oh, we've unmuted you. Good. And so I don't, Bob, do you speak French? No. No, I okay. read it. If you can write it, I can read it. We've got a question that's come in about wondering about migration problems with sediment with this particular project. Right. Well, I think the actual shear stress on the bed in the area that they've narrowed it to, you actually have increased the shear stress in there. And my guess is that you'll get some deposition along behind the bars, but as far as transporting material through the reach, you've actually increased it a little bit by making the channel narrower. So I doubt if it would accumulate there. Hopefully it'll actually scour a bit more in the middle and continue on a better flow, continuing on further downstream. Excellent. Thank you very much, Bob. Donc, Mario, je ne suis pas sûre si vous pouvez parler anglais ou non. Si vous n'avez pas compris Bob, on peut faire une vite traduction. Peut-être vous pouvez taper si oui ou non. Donc, y a-t-il des autres questions? Are there any other questions? No English. Donc, Mario donc, tu n'as pas compris la réponse de Bob. Je vais penser que c'est
ce que vous aimeriez dire. Donc, René, René? Je peux peut-être répondre. Okay. Je peux peut-être faire une traduction très libre, Mario. Là. Donc, encore une fois, je ne suis pas un biologiste et certainement pas à la hauteur du Dr Newberry, mais je pense qu'il a dit que le placement des roches était pour augmenter, il appelait ça le shear, mais je pense qu'il veut dire le débit d'eau dans le centre de la rivière, donc il y aurait de la déposition de sédiments probablement en arrière des bras de roche, mais pas, il ne devrait pas en avoir dans le centre de la rivière, qui est là notre objectif. Notre objectif était justement pas nettoyer, mais je veux dire renforcer le débit d'eau dans le centre de la rivière, mais j'imagine que ces sédiments-là doivent aller quelque part. Et qu'on a vu sur d'autres projets aussi, que dans les années passées, ça a tendance à s'accumuler dans la partie en bas des bras. J'espère que ça répond adéquatement. Merci beaucoup, René. Donc, y a-t-il des autres questions? Does anyone else have any questions? Donc, peut-être je peux aussi mentionner, je pense que René, l'association, vous avez un site web, n'est-ce pas? Oui, on a un site web. Est-ce que je peux... je suis pas sûr si je peux me rendre là. Mais même s'il y a des gens qui aimeraient avoir un petit peu plus d'informations sur le projet ou sur l'association, je pense que même s'ils peuvent faire de Google, ils peuvent chercher... oui, ils peuvent regarder, ça serait Shetty Camp River Salmon Association, je pense sur Google. Vous allez voir des portraits. Évidemment, on est une très petite association avec, attendez-vous pas un site à comparer à Microsoft, là. Oui. Mais on essaie à mettre quelques photos. On essaie d'ajouter des choses, des travaux qu'on fait. Et ça, c'était un de nos projets. On a d'autres projets sur des petites rivières qu'on fait à tous les étés, là. Ok, d'accord. Donc, Mario, il a un commentaire. Il a dit, ma rivière, la rivière à Mars, vit un problème de déplacement de sédiments jusqu'à 2 pieds de diamètre. Wow, donc c'est un grand problème. Ouais. Oui. Ça doit être une rivière avec un différents fonds ici c'est de la fond de roche, donc ça doit être très différent pour celui-là. Oui. Donc, s'il n'y a pas des autres questions, je vais de nouveau remercier René d'avoir partagé ses connaissances, puis aussi à Dr. Bob Newberry. Bob, thank you very much also for participating and sharing your knowledge with us. It's my pleasure. Actually, it's an excellent presentation. I'm sorry that my speed of understanding French isn't quite up to that up to your speed, but it's very clear. So thank you, René. It's very good. Well, thank you very much, Dr. Newberry. And by the way, I am going to be in touch with you probably sometime this week or next week with respect to some more work, hopefully, that you might be able to help us out with. Well, we're still working in over on the other side in Clybourne Brook. So it's about half finished, that project, and hopefully we'll do the other half. So I'll certainly be down there again. Okay, thank you very much. Excellent. We can look forward to another presentation. En anglais. En anglais, oui. Donc, juste un petit rappel à tout le monde. Notre prochain webinaire sera le 18 novembre et le titre sera les considérations pour la rédaction des demandes de financement. Je serai un des conférenciers avec Terry Melanson du ministère de Pêche et Océan. Cet exposé sera en anglais, mais la période de questions et réponses sera bilingue. Puis, un autre petit rappel, les demandes de financement à la Fondation, la date limite sera le 19 décembre cette année. Donc, on cherche des beaux projets pour l'année à venir. Notre prochain webinaire en français sera le 25 novembre. Caroline Gillis va discuter l'état des connaissances sur l'algue Didimo, les causes et les impacts.
Donc, vous pouvez vous inscrire pour les webinaires futurs sur le site web de la Fondation et le site web de Canadian Rivers Institute. Donc, c'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui et je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Darla. Merci, René. OK, bonne journée à tous. Bonne journée.